Charles de Gaulle est né à Lille le 22 novembre 1890, dans la maison de ses grands-parents maternels, petits industriels du Nord. Son père Henri, professeur respecté, et sa mère Jeanne l'élèvent dans la foi catholique et l'amour de la patrie. Possédant un don précoce pour l'écriture, le jeune Charles poursuit ses études dans des écoles religieuses, à Paris, puis en Belgique. En 1909, il opte pour la carrière des armes et entre à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr l'année suivante. En août 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Pour le lieutenant de Gaulle, c'est le baptême du feu. Blessé par 3 fois pendant le conflit, laissé pour mort lors de la bataille de Verdun, il est fait prisonnier par l'ennemi. Conduit en captivité en Allemagne, il tente par 5 fois de s'évader, mais sans succès. Libéré en novembre 1918, le capitaine de Gaulle veut retourner au feu dès que possible. Il combat alors aux côtés de la jeune armée polonaise contre les soviétiques jusqu'en 1921. À son retour de Pologne, Charles de Gaulle épouse Yvonne Vendroux le 6 avril 1921 à Calais. Il écrira de sa discrète compagne d'un demi-siècle « Ma femme, sans qui rien de ce qui a été fait n'aurait pu l'être ». Affecté à l'état-major du maréchal Pétain en 1927, le capitaine de Gaulle sert ensuite en Allemagne, puis au Liban pendant 2 ans. En 1931, il rejoint le secrétariat général de la Défense nationale, où il s'initie aux affaires de l'État. Dès son premier livre paru en 1924, La discorde chez l'ennemi, l'officier se révèle être aussi un écrivain. Dans son second ouvrage, Le fil de l'épée, il exprime une véritable philosophie du commandement. C'est dans un ouvrage paru en 1934, Vers l'armée de métier, que Charles de Gaulle annonce la guerre moderne, en réclamant l'organisation d'unités blindées autonomes au sein de l'armée française. Colonel en 1937, il est nommé à la tête du 500e régiment de chars à Metz. En 1938, il publie « La France et son armée », où il montre l'importance de la défense nationale. En janvier 1940, dans l'indifférence des chefs politiques et militaires de la France, le colonel de Gaulle diffuse un mémorandum intitulé « L'avènement de la force mécanique », où il dénonce l'impréparation militaire de la France face à la guerre qui s'annonce. La Seconde Guerre mondiale éclate le 1er septembre 1939. Le colonel de Gaulle reçoit alors le commandement des chars de la 5e armée. En mai 1940, à Montcornet et surtout à Abbeville, il est le seul à prendre l'avantage sur une armée allemande que rien ne semble arrêter. Nommé sous-secrétaire d'État à la Défense et à la guerre le 6 juin, le général de Gaulle se prononce pour la poursuite de la guerre malgré la débâcle. Le maréchal Pétain, nouveau chef du gouvernement français, refuse de continuer la guerre et demande l'armistice à l'Allemagne le 17 juin. Dans l'espoir de maintenir la France dans la guerre, de Gaulle se rend par 2 fois à Londres les 9 et 16 juin.
Le 18 juin 1940 est la date capitale de l'histoire de la France en guerre. J'invite tous les Français qui veulent Depuis rester Londres, libres. le général de Gaulle lance sur les ondes de la BBC un appel à poursuivre le combat et proclame « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. À m'écouter et à me suivre. » La France libre est née. À partir du 18 juin 1940, De Gaulle fonde la France libre et tente de rassembler les territoires et les Français décidés à combattre pour que la France soit présente à la victoire. Le gouvernement britannique, dirigé par Winston Churchill, reconnaît dès le 28 juin 1940 De Gaulle comme chef de tous les Français libres. Dès juillet 1940, il organise des forces armées, les Forces françaises libres, composées de volontaires qui combattent aux côtés des Alliés sur tous les fronts et sous l'emblème de la Croix de Lorraine. À un moment où Pétain s'engage dans la collaboration avec Hitler, la France libre du général de Gaulle s'affirme comme le seul gouvernement légitime de la France. Si le général de Gaulle anime la France libre depuis Londres, il maintient un contact étroit avec la résistance en France. En 1942, il confie à Jean Moulin la mission d'unifier la résistance intérieure et extérieure. Un Conseil national de la résistance est créé, en mai 1943, sous l'autorité du général de Gaulle. En novembre 1942, après le débarquement allié en Afrique du Nord, le général de Gaulle s'installe à Alger et devient le président du Comité français de libération nationale. Le 6 juin 1944, les Anglo-Saxons débarquent en Normandie. La libération de la France est engagée. De Gaulle prononce son premier discours sur le sol libéré à Bayeux le 14 juin. La légalité républicaine est rétablie. Paris, insurgé, est libéré le 25 août par la 2e DB du général Leclerc. La capitale réserve au général de Gaulle un accueil triomphal. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, s'écrie-t-il à l'hôtel de ville. Le lendemain, il descend les Champs-Élysées au milieu d'une véritable marée humaine. Le général de Gaulle, alors président d'un gouvernement provisoire, veut rénover la France. Des élections sont organisées, les Françaises y participent pour la première fois. Des réformes majeures sont entreprises. La sécurité sociale pour tous, les nationalisations des secteurs clés de l'économie. Le 8 mai 1945, comme l'avait voulu 5 ans plus tôt l'homme du 18 juin, la France siège à la table de la victoire. Dès lors, le général de Gaulle entend rendre à la France son rang sur la scène internationale. La France obtient des alliés, un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. En désaccord avec les partis politiques, le général de Gaulle démissionne le 20 janvier 1946. Il rompt son silence volontaire le 16 juin 1946 lors d'un discours prononcé à Bayeux dans lequel il défend la nécessité de doter la France d'un État stable et efficace. Pour tenter de rallier l'opinion publique, le général de Gaulle fonde à Strasbourg, le 7 avril 1947, le Rassemblement du peuple français, qui remporte d'importants succès électoraux. Mais l'unanimité des partis politiques contre lui le contraint finalement à mettre un terme aux activités du RPF à partir de 1953. Le général de Gaulle se retire alors dans sa maison de Colombey-les-Deux-Églises, un petit village de l'Est de la France.
c'est La traversée du désert. Il écrit alors ses mémoires de guerre qui le placent parmi les plus grands mémorialistes français. Le premier tome, L'Appel, sort en octobre 1954. C'est un succès de librairie sans précédent. 100 000 exemplaires sont vendus en 5 semaines. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Cette phrase qui ouvre ses mémoires est désormais inscrite dans le patrimoine littéraire français. Il a fallu la guerre d'Algérie et l'impuissance de la 4e République à y faire face pour que De Gaulle revienne au pouvoir. Le 29 mai 1958, le président René Coty l'appelle à former un gouvernement. Le général de Gaulle obtient alors la confiance de l'Assemblée nationale et reçoit mandat de réviser la Constitution. Le 28 septembre 1958, les Français approuvent par référendum la Constitution de la 5e République, qui fait du président la clé de voûte des institutions. De Gaulle devient en 1965 le premier président de la République élu au suffrage universel. Dès son retour au pouvoir, le général de Gaulle se consacre au règlement du conflit algérien. Mais ce n'est qu'au terme d'un processus long et difficile que l'Algérie accède à l'indépendance en mars 1962. La République gaulienne des années 60 connaît des années de prospérité économique durant lesquelles la société de consommation se généralise. Le général de Gaulle fait du franc une monnaie stable et forte, modernise l'économie et dote le pays de nouvelles infrastructures comme l'aéroport de Roissy. La recherche devient alors une priorité pour l'État. En 1965, la fusée Diamant réussit la mise en orbite du premier satellite français, Astérix. En 1969, le Concorde, avion supersonique, effectue son premier vol. Le général de Gaulle fait du maintien de l'indépendance de la France la règle fondamentale de sa politique étrangère. Il refuse la tutelle des deux grands, les États-Unis et l'URSS. Il assure au pays une défense indépendante. La première bombe atomique française explose en 1960. La France dispose désormais d'une force de dissuasion. En Europe, le général de Gaulle favorise l'entrée dans la communauté économique européenne et consacre avec éclat la réconciliation avec l'Allemagne le 22 janvier 1963. Il instaure de nouveaux rapports avec les pays du bloc de l'Est et avec la Chine populaire, qu'il est le premier à reconnaître officiellement en 1964. Il met en pratique sa politique fondée sur la détente, l'entente et la coopération, en multipliant les voyages en URSS, 1966, ou en Pologne, 1967. Appelant toujours et partout les peuples à la liberté et à l'indépendance, il parcourt l'Amérique latine en 1964. De Mexico à Santiago, il est acclamé par des foules innombrables. En 1966, à Phnom Penh, au Cambodge, il manifeste son hostilité à l'intervention américaine au Vietnam. En 1967, il lance à Montréal « Vive le Québec libre !» En 1968, la jeunesse étudiante du monde occidental se révolte. En France, au mois de mai, la contestation gagne progressivement tout le pays. Le général de Gaulle dissout l'Assemblée nationale et triomphe aux élections législatives de juin 1968. Voulant engager de nouvelles réformes, le général de Gaulle demande aux Français de se prononcer par référendum. Le 27 avril 1969, il manque 1 million de voix à De Gaulle pour l'emporter. Il quitte définitivement le pouvoir après la publication de ce bref communiqué « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République ».
Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Le général de Gaulle se retire alors dans sa demeure de Colombey, d'où il ne sortira que pour 2 brefs voyages, en Irlande et en Espagne. Il rédige ses Mémoires d'espoir. Il vient de terminer le premier chapitre du second tome quand, le 9 novembre 1970, il est brusquement frappé par la mort. Conformément à sa volonté, ses obsèques sont célébrées sans aucun faste officiel dans la petite église de Colombey. Le même jour, sous les voûtes de Notre-Dame de Paris, une messe solennelle réunit plus de 80 chefs d'État et de gouvernement.